Donc, Peut-être une petite question, c'est pas. excuse-moi de te déranger. Bon, vas-y, vas-y. J'ai remarqué qu'il y avait, lorsqu'on rentre sur le site de Bois de Boulogne, on a l'évaluation, votre évaluation, c'est votre nom qui apparaît. Ah, c'est sûrement pour les deux, mais peut-être OK, que c'est c'est pour les deux. inversé. Ouais, c'est ça. OK, c'est inversé. OK. OK, Et c'est bon. voilà. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Hugo Leblanc. Je vais être votre enseignant. Cette étape, en fait, cette deuxième moitié d'étape pour votre cours d'acquisition, ingestion et gestion de données. Premièrement, quelques petites informations sur moi. Je suis un enseignant de profession. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. J'enseigne autant au niveau collégial qu'au niveau universitaire. Donc, j'enseigne ici au Collège de Bois-de-Boulogne, ici virtuellement en ce moment, évidemment. J'enseigne aussi au Collège de Rosemont, puis j'enseigne aussi à l'UQAM, à l'ETS. Moi, j'ai une formation de génie, donc j'ai été faire mon bac à l'École de technologie supérieure, où j'ai ensuite commencé à enseigner. J'ai des spécialisations euh, en, en pas mal de choses. En fait, je suis plus un jack of all trades. Donc, je suis toujours à la fine pointe des choses intéressantes. Donc, autant de la programmation, que les bases de données, que le big data, que l'Internet des objets, que l'intelligence artificielle. C'est pas mal tous des domaines qui m'intéressent et dans lesquels j'ai la main. Donc, je suis une ressource pour vous. Donc, si vous cherchez des informations, des ouvrages, des références qui peuvent vous ouvrir des nouvelles portes, ok, par rapport autant aux cours qu'on fait que des domaines connexes, n'hésitez pas à me contacter par Mio pour être capable de vous trouver le plus de connaissances possible. Donc, juste un petit aperçu de qu'est-ce qui va se passer. Nous autres, on est dans la deuxième partie du cours. Donc, si on regarde le plan de cours, j'ai vu qu'il n'était comme pas sur le site, là, j'ai rajouté. J'ai un courriel officiel sur Bois de Boulogne. Donc, vous pouvez soit m'envoyer un mio, soit directement un courriel. Les deux sont fonctionnels. Le but du cours, hein, c'est vraiment de travailler avec les principes ETL. Dans la première partie du cours, vous avez utilisé SSIS pour être capable de faire ça avec Soraya. Puis dans la deuxième partie du cours, on va faire la même chose, mais avec le langage de programmation Python. Okay? Puis le principe, c'est que pour être capable de faire des transformations ETL, puis du data science en général en Python, il va falloir être capable de faire du Python. Donc, les premières semaines vont être consacrées un peu à un cours d'introduction à la programmation. Donc, on considère ici qu'on n'a pas vraiment de connaissances préalables. On part de rien, puis on va construire pour arriver à travailler avec des outils de TL dans le monde de Python. Dépendamment de l'avancement, on va aussi avoir une dernière partie sur des outils qui permettent de s'intégrer aux transformations de TL comme Flume et Scoop. Juste aussi dans les parties d'évaluation. Donc, on va avoir un examen qui va se retrouver à la dernière période de cours, là, donc en notre 8e semaine. Puis, on va aussi avoir un travail pratique en Python qui va être donné à peu près 2 à 3 semaines avant la fin de l'étape qui va vous demander de répondre à un problème d'ETL en Python. Il n'y a pas de livre requis. Okay? Donc, je vais vous fournir des notes de cours euh, de différentes manières. Donc, je vais vous montrer où ils vont être disponibles. Puis, si vous voulez, vous avez aussi, il existe un ouvrage de référence pour la première partie de cours sur lesquels les notes de cours vont être basées, qui s'appelle, je vais sortir le livre. Donc, le livre de référence du cours
Ça s'appelle Starting Out with Python. OK, ils sont rendus à la 5e édition. Je vais le mettre dans le chat au besoin. Aussi, de ce livre-là, j'ai les diapositives officielles que je vais pouvoir vous partager à la fin de chaque cours, ou en fait, même à la fin de ce cours-ci. Je vais vous les envoyer par Mio ou sur Léa, dépendamment de qu'est-ce que vous aimez le plus. En fait, sur Léa, je pense que ça va être disponible tout le temps, ça va être mieux. Fait que je vais aussi mettre ça sur Léa, qui va avoir toutes les diapositives de toute la partie initiale de programmation. Après ça, les autres ouvrages, on va les voir en temps et lieu, mais c'est habituellement des ouvrages c'est le seul ouvrage qui n'est pas directement gratuit. Mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher, OK, moi, mes notes de cours, puis les diapositives que je vais vous envoyer rapportent exactement les mêmes informations qui sont à l'intérieur de ce livre-là. Parfait. Donc, ensuite, on a sur notre site, donnez-moi un instant, il faut que je retrouve ma petite fenêtre. Donc, sur Léa, je vais vous partager à chaque semaine les différents outils, les différents liens dans la partie de documents. Nous autres, on est des Donc, vous aviez les notes de cours de la partie avec Soraya, mais il va y avoir aussi une nouvelle partie pour les notes de cours pour la partie de Python. Donc, déjà, à ce moment-ci, il y a 2 liens disponibles. Le premier lien qui va être vers le site de cours. Donc, c'est directement, et je clique dessus. OK, donc ce site de cours-là, ça va être une version des notes de cours, OK, où c'est que vous pouvez aller les regarder n'importe quand. Puis, il va aussi avoir les ateliers. Donc, chacun des cours va être un peu séparé en 2. Il va y avoir une première partie magistrale où c'est que moi, je jase des fondements, je jase de la matière à savoir. Puis, la deuxième partie du cours, ça va être une partie où vous pouvez faire des exercices. Donc, dans ces exercices-là, sachez qu'ils ne sont pas évalués, ils sont formatifs. Donc, je vous laisse faire les séries d'exercices. Donc, il y en a assez pour remplir les périodes à chaque semaine, puis être capable de bien avancer dans notre compréhension du langage de Python. Deuxième élément qui va être disponible sur le site de cours, ça va être en fait les notes en format interactif. Donc, on va voir que en Python, on va utiliser ce qu'on appelle des notebooks de Python. Puis les notebooks de Python vont nous permettre d'avoir autant les notes de cours que notre code qui vont être entremêlés, puis qu'on va pouvoir facilement travailler avec. Donc, vous pouvez télécharger ce fichier-là pour l'instant. Donc, c'est cours 1, puis l'extension, c'est IPYNB. Puis, je vais vous montrer dans quelques instants comment utiliser ce fichier-là pour avoir accès aux notes de cours. Puis, vous allez pouvoir prendre des notes ou modifier le code, puis tester le code avec ce fichier-là. Donc, ça ici, c'est les endroits où nous, on va communiquer ensemble dans le cours. Évidemment, je suis aussi disponible par Mio ou par courriel dans le besoin. Parfait. Donc, on y va avec un peu le début de notre premier cours. Donc, dans les premières semaines, on va avoir un cours d'introduction à la programmation. Donc, le langage de programmation qu'on va utiliser, ça va être Python. Le principe d'un langage de programmation, c'est de résoudre des problèmes de nature numérique. Donc, nous, ultimement, on va faire de l'ETL avec ou de la transformation de données avec des librairies qui nous permettent de faire ça facilement. Mais avant, il faut comprendre les différents fondements de la programmation. Fait qu'on va vraiment partir de la base, puis on va construire au fur et à mesure de l'étape ensemble. Donc, le principe de programmation, ça va être un principe avec 3 piliers. Donc, il va y avoir le principe d'instruction. Donc, les instructions, c'est les commandes que moi je donne, qu'est-ce que je demande à l'ordinateur de faire.
Donc, additionne 3 plus 5, va lire dans tel fichier, transforme cette information-là. Donc, des instructions qui vont s'exécuter de manière séquentielle. On va avoir le principe de mémoire. Donc, le principe de mémoire, c'est ce qui est intéressant dans les langages de programmation. Ça nous permet de sauvegarder de l'information pour être réutilisé plus tard. Fait que je peux dire, calcule-moi 5 plus 7, mets-moi ça en mémoire, ce qu'on appelle souvent des variables. Puis, plus tard dans le programme, dis, retourne voir qu'est-ce que tu avais sauvegardé à ce moment-là. Je veux le revoir dans cette nouvelle opération-là, dans cette nouvelle instruction-là, dans cette nouvelle règle de calcul. Puis la dernière chose qui est importante en programmation, c'est le principe d'algorithme. Donc, l'algorithme, on peut dire que c'est une recette d'instruction. Donc, le principe de algorithme, une recette d'instruction, ça nous permet en fait, c'est la manière que je vais placer les instructions pour être capable de résoudre mon problème. OK? Donc, si je veux compter le nombre de personnes qu'il y a dans une école, un algorithme, ça serait je vais passer dans chacune des classes. Une fois que je suis dans chacune des classes, je vais compter le nombre d'étudiants, puis je vais sauvegarder ce nombre d'étudiants-là à chaque fois. Puis à la fin, je vais additionner tous les nombres d'étudiants que j'ai accumulés en passant dans toutes les classes. Donc, tu ne peux pas le faire dans un autre ordre. Il faut absolument te dire ces différentes étapes-là pour être capable de résoudre ta problématique. Il y a plusieurs variations d'algorithmes qui donnent souvent la même réponse. Donc, je dis tout le temps qu'il y a autant d'étudiants qu'il y a de réponses possibles dans la classe. Mais le principe d'algorithme, c'est juste le principe d'être capable de construire des solutions aux problèmes qu'on va se donner. Donc, pour faire de la programmation, ça nous prend un langage de programmation. Nous, on va utiliser Python 3. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus rattaché dans les langages de programmation là, au data science. Okay? Donc, aussi, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à Python, c'est que c'est pas juste du ETL qui est capable de faire, il est capable de se rapatrier à plein d'autres systèmes, dont du machine learning, du visionnement, de l'apprentissage automatique. Donc, tous ces différents éléments-là sont aussi disponibles à partir de cette base de programmation-là. On a aussi, qu'est-ce que nous, on va voir, qui va être la transformation puis la gestion de données dans les sciences de la donnée. Pour être capable de l'utiliser, il va nous falloir avoir un environnement de développement. Donc, l'environnement de développement vient de différentes manières. Okay? On va avoir deux possibilités dans le cours. Donc, on n'est pas des programmeurs, là, on n'est pas des informaticiens. Donc, le principe, c'est qu'on veut des environnements qui sont faciles et conviviales. Puis, il existe un environnement qui va être des notebooks qui va nous permettre de faire ça. Puis, on va avoir donc deux choix possibles. Il y en a un qui va être local, donc sur votre ordinateur, qui s'appelle Anaconda puis les Jupyter Notebooks. Ou sinon, vous pouvez utiliser un environnement qui est complètement en ligne. Okay? Puis c'est ce que je préconise dans le cours. Donc, vous pouvez utiliser Google Colab. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver à cette fenêtre-là. Donc, il vous faut un compte de Google là, ou une adresse Gmail quelconque. À ce point-ci, je pense que tout le monde a ça quelque part. C'est gratuit à faire si ce ne l'est pas. Puis, quand vous allez arriver à cette fenêtre-là, c'est là que vous allez pouvoir créer soit des nouveaux notebooks ou utiliser ceux que moi, je vous fournis à l'intérieur du cours. Donc, ici, si je veux aller, juste pour être certain, s'il y a du monde qui ne vont pas sur Leia rapidement, je peux le déposer même à l'intérieur du chat. Donc, dans le chat, j'ai déposé justement le notebook du premier cours, puis on va aller regarder un peu comment ça fonctionne à l'intérieur.
Fait qu'une fois que vous avez téléchargé cette affaire-là, si vous essayez de l'ouvrir directement, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut déposer ce fichier-là sur notre environnement, donc sur Google Colab. Vous avez déjà utilisé ça avec AFED? Excellent. Est-ce que vous avez déjà utilisé Google Colab ou juste les notebooks en général? Les trois, on a utilisé les trois. Google Colab, PyCharm et aussi Anaconda. Excellent, excellent. Fait que si je vous dis qu'on passe par l'upload puis on va le chercher, tout ça, ça va bien. C'est toutes des choses qui devraient bien se passer sans avoir trop de problématiques. N'est-ce pas? Excellent. Ça. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as fait là pour avoir ça? Oui, donc ici, si tu t'en vas sur le site directement, tu as différents onglets, là, puis nous, on va aller dans le Upload. OK. Puis, quand ça me demande de choisir un fichier, je choisis le fichier du cours 1 OK. Que je vous ai envoyé, qui est sur Léa. Puis, vous n'êtes même pas obligé de le faire plusieurs fois. Une fois que vous l'avez fait, il va toujours être disponible, okay, sur votre environnement de Google Colab. Fait que vous allez pouvoir le réutiliser. Okay, une fois qu'il est uploadé, il est dans le nuage. On n'a pas besoin d'y retoucher. Donc, le principe des notebooks, juste faire un petit rappel ou plus d'exposition si vous les avez juste utilisés rapidement. À quel point, juste pour voir à quel point je vais dans les détails, si je vous parle de notebook, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous êtes capable de me dire là-dessus? Si je vous parle des cellules, si je vous parle de Markdown, est-ce que ça vous dit des choses? Oui. Oui. Excellent. Donc, juste un petit rappel. Donc, on a différentes cellules qui sont comme des parties que moi, je peux rajouter comme j'ai besoin à l'intérieur. Puis, on a deux types de cellules. Soit une cellule de texte qui utilise le format Markdown pour être capable de bien présenter les informations. Donc, le format Markdown, c'est un format où on utilise des balises spécialisées pour être capable d'avoir un résultat qui est intéressant, là, où c'est qu'on a du formatage automatisé. Puis le deuxième, c'est pas ça. Puis le deuxième type de cellule, c'est des cellules de code qui permettent d'exécuter différentes opérations. Donc, le principe ici, c'est que si je clique sur le petit play à gauche, on est capable d'avoir le résultat de ces instructions-là à l'intérieur du notebook. Donc, il y a aussi, donc ça ici, c'est complètement en ligne. On est en train de utiliser un ordi externe qui est à Google. Donc, le principe, c'est que si tu ne le laisses pas rouler, il va s'arrêter puis il va falloir que tu le repartes. Mais si tu veux avoir ça, tu peux utiliser soit PyCharm. Il y a maintenant aussi une nouvelle IDE de la même compagnie qui fait PyCharm qui s'appelle DataSpell, qui est précisément pour les scientifiques de la donnée, qui fait un peu le même principe que PyCharm. Ou sinon, on a aussi la distribution d'Anaconda qui permet d'avoir les Jupyter Notebooks, qui est la version originale des notebooks. Fait qu'avec ça, on est capable de regarder les notes, puis on peut changer le contenu comme on veut. Et cliquer sur le bouton Play et ça va réutiliser ce qu'on veut. Ici, je ne suis pas être certain, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que la police est assez bonne, assez grande? Est-ce que tout ça, c'est bien? Oui. Excellent. Oui. Donc, aujourd'hui, on va aller regarder un peu les fondements de l'informatique durant une première partie. Puis, dans la deuxième partie, je vous demande de faire des ateliers. La semaine prochaine, on continue dans le même principe. Au début de la prochaine séance, on va corriger des ateliers, certains des numéros que je vais vous avoir demandé de faire la semaine passée. Fait que, on y va, on se lance dans les fondements de programmation.
Fait que n'importe quoi en programmation a ce qu'on appelle un type de données. Hein? Donc, si je vous parle de type de données, pour vous, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes capable de me dire des types de données que vous connaissez? Type de données, c'est-à-dire Integer. raw data. Oui. Si on parle Float, integer. exactement là. Donc, quand on parle de type de données, on parle de qu'est-ce qui va pouvoir être utilisé comme données. Hein? Donc, quand on a travaillé avec des bases de données, des affaires comme integer, long, double, string. Hein? Donc, il y a des types spécialisés pour être capable de sauvegarder certaines entités. Puis, dépendamment de quel système, dépendamment de quel langage, dépendamment de quel écosystème tu es en train d'utiliser, les types de données vont être différents. Fait que, il va falloir établir c'est quoi les types de données qu'on est capable d'utiliser en Python. Le premier type qu'on va regarder, ça va être le type pour les chaînes de caractères. En anglais, on appelle ça des strings. Puis, on va aller regarder comment les représenter à l'intérieur de notre environnement de Python. Donc, le principe, c'est des chaînes de caractères, c'est du texte littéral. Hein? Donc, ce n'est pas une instruction, ce n'est pas des variables, ce n'est pas quoi que ce soit du langage. C'est moi qui veux représenter du texte pur. Comment je fais pour faire ça en Python? Je vais utiliser des guillemets simples ou doubles. Donc, le single quote ou le double quote pour délimiter le début et la fin de la chaîne de caractères. Donc, je mets un quote, je mets du texte, puis quand je remets un autre quote, c'est la fin de la chaîne de caractères. Ou je mets un double quote, je mets la chaîne, je mets un autre double quote. Donc, on peut voir ici qu'il y a différentes variations. Donc, je peux utiliser les single quotes ou les double quotes. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes manières de faire? C'est parce que souvent, je veux être capable d'utiliser l'autre type de quote à l'intérieur de la chaîne de caractères que je suis en train de représenter. Donc, je peux utiliser n'importe quel des deux. Si je veux utiliser les deux types de quotes à l'intérieur, on a même la possibilité d'avoir un troisième délimiteur qui est les triples double quotes. Donc là, ici, on a 3 double quotes. Puis à l'intérieur, on peut avoir des guillemets simples, des guillemets doubles. Ce n'est pas un problème. Même que quand on utilise les triples guillemets, on a un élément spécial. On est capable de faire des sauts de ligne sans avoir de répercussions spéciales. Habituellement, en programmation, ça va être une instruction par ligne. Fait que là, on peut voir qu'on a une instruction qui utilise ce qu'on appelle la fonction print, puis qui va prendre le texte, puis quand je vais exécuter ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, le texte que j'ai écrit ici, il va être affiché par la fonction print. Le texte qui est affiché ici est affiché par la fonction print, et ainsi de suite. Puis on peut voir que tous les éléments ont été affichés sans problème. Donc, quand vous voyez, puis vous allez voir aussi que l'environnement est conscient de ça. Donc, lui, quand il voit des éléments avec des quotes, il va le mettre en rouge. Hein? Quand il voit des chaînes de caractères, quand il voit des strings, il va les mettre en rouge pour facilement les identifier. Fait que ça revient souvent, puis on va voir qu'on en a besoin pour faire n'importe quel type d'affichage. Fait que c'est comme la première chose qu'on a besoin. La deuxième chose qu'on va regarder, qui n'a pas d'incidence sur la fonctionnalité, mais qui est très important en programmation puis en informatique en général, c'est le principe de commentaire. Donc, un commentaire, c'est du texte dans notre code, hein, dans nos instructions, mais qui ne sera pas géré par l'ordinateur. Donc, le principe ici, c'est du texte que tu laisses pour un autre être humain derrière toi. Donc, ici, j'ai une autre question. Donc, on parlait des types tantôt. Là. Est-ce que parce que souvent, il y a un type chaîne de caractères, string, puis un type caractère. Donc, en Python, les chaînes de caractères sont vraiment de mise. Il existe. Attends, on va aller. Play. Ici.
Donc, si on regarde, j'ai-tu la liste rapide des types ou j'ai juste... Je vais aller chercher built-in types. Fait que ici, on a dans les textes, c'est juste string. Donc, on n'a pas d'élément qui est juste pour un caractère comme dans des langages de plus bas niveau comme le C ou le C#. C'est purement des STI. On revient à nos commentaires. On a, pour écrire des commentaires, on commence l'instruction ou la partie du commentaire avec le dièse, le hashtag, le pound en anglais, pour être capable d'écrire le restant de la ligne comme étant un commentaire. Encore une fois, l'environnement inconscient de ça, il va te mettre le commentaire en vert pour t'indiquer que ça ne sera pas représenté dans le programme. On est capable de le faire sur une ligne tout seul, comme on est capable de le faire après une instruction déjà existante. Donc, quand j'exécute ça, il va seulement exécuter cette instruction-là ici, et cette instruction-là, mais pas cette partie-là. Ça ne sera pas considéré comme étant une partie du programme. En passant ici, c'est tout pogné ensemble, mais tu peux aussi avoir des lignes qui sont vides. Ça ne cause pas de problème du point de vue des instructions. Donc, on est capable de représenter du texte, on est capable de mettre des commentaires. On va aller regarder un des piliers de la programmation qui va être le principe de mémoire. Donc, quand j'ai un programme, je vais vouloir faire certaines instructions, puis je vais vouloir être capable d'assigner des valeurs à l'intérieur d'emplacements que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Donc, le principe ici de variable va être important, puis va nous permettre de sauvegarder des informations à long terme dans notre programme. Donc, le principe de la variable, c'est que ça a un nom, ça a une valeur et ça a un type de données, donc le genre d'information qui peut être à l'intérieur. Donc, pour créer une variable, en Python, il faut assigner quelque chose dans la variable. Donc, pour faire une assignation, c'est une instruction spéciale, donc qui va avoir le nom de la variable à gauche, un égal, puis une valeur à droite. Donc, ça peut être une valeur directe ou ça peut être ce qu'on appelle une expression. Okay? Donc, une série d'instructions qui va me donner une valeur. Donc, ça pourrait être une opération arithmétique, on va voir que ça peut être des appels à des fonctions. Donc, n'importe quoi qui me donne ultimement une valeur est considéré comme étant une expression qui va pouvoir être ensuite assignée à la variable. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la variable est assignée, je peux l'utiliser à n'importe quel autre endroit, puis ça va prendre la valeur de la variable. Donc ici, quand j'exécute ça, je peux voir que j'assigne la variable à 10, puis on affiche le nom non variable que je viens tout juste de mettre à 10. Faire attention, l'ordre est important ici. Okay? Les instructions se font de manière séquentielle. Donc, c'est important que j'assigne en premier, puis que ensuite je affiche le résultat. On peut utiliser les variables n'importe où c'est qu'il y aurait des expressions. Fait qu'à n'importe quel moment où c'est que je peux mettre une valeur, où c'est que je peux mettre quelque chose de direct, je peux utiliser le nom de la variable. Fait qu'ici, on peut voir, je prends le nom de la variable, je rajoute 5, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Je réassigne la variable à cette nouvelle valeur-là. Fait que si j'exécute ça ici, puis que j'affiche son résultat par la suite, ben, je peux voir que ça m'a pris ma valeur de 10, ça l'a exécuté, okay, on dit que ça l'a évalué l'expression, okay, donc ça a fait 10 plus 5, ça m'a donné 15, puis ce 15-là est assigné dans le non-variable, qui était la même variable. Quand j'ai une variable qui reçoit une assignation, s'il y avait déjà une valeur à l'intérieur, ça l'écrase le contenu. Puis, en passant dans les environnements, souvent, je peux même avoir des outils. Donc là, si je prends ma souris, puis je vais par-dessus le nom de la variable,
ça va me dire c'est quoi sa valeur courante. Qu'est-ce qui arrive si je réexécute une autre fois cette cellule-là? Bien, la variable était rendue à 15. Fait que là, quand je fais non variable plus 5, ça devient 15 plus 5, ça devient 20. Fait que ça devient 20 à chaque fois que je clique sur plus, ça l'augmente de 5. Les expressions, OK, on peut les couper avec le backslash, OK, pour être capable de la continuer. Sinon, si on fait juste un saut de ligne, ça va casser les choses. Donc, si on commence à aller trop loin, on peut couper l'instruction en deux pour avoir des choses un petit peu plus lisibles. Quand on décide du nom de la variable, on ne peut pas nommer la variable n'importe comment. Il y a des règles quand on veut avoir des noms de variables. Puis en fait, quand on veut nommer quelque chose en général en programmation puis en Python, OK, ça ne va pas juste être pour des variables, il va y avoir des noms de fonctions, il va y avoir des noms de modules. Donc, à chaque fois que je veux créer un nom de quelque chose qui est unique, on va appeler ça des identificateurs. Donc, le principe d'identificateur, à chaque fois que je vais vouloir nommer quelque chose de mon propre cru, je vais devoir suivre les règles des identificateurs. Donc, les règles des identificateurs, c'est ça qui va gérer c'est quoi les noms que je peux mettre. Qu'est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit de mettre n'importe quel caractère alphanumérique. Alphanumérique, qu'est-ce que ça veut dire? Des lettres et des chiffres. Alpha pour alphabétique, numérique pour numérique. Donc, de A à Z, de 0 à 9. Faire attention, les caractères minuscules et majuscules sont différenciés. Donc, une variable avec un halo A majuscule puis une variable avec halo A minuscule, ce n'est pas la même variable. On peut aussi utiliser le underscore, le tiret bas, à l'intérieur de mon nom de variable. Faire attention, le premier caractère est obligatoirement alphabétique. Okay? Fait que je ne peux pas commencer avec un chiffre, je ne peux pas commencer avec le tiret bas, je peux seulement commencer avec un caractère alphabétique. Je n'ai pas le droit de le nommer avec quelque chose qui est réservé par Python, c'est comme le nom de la fonction print qu'on avait. Il y a aussi d'autres éléments fondamentaux. Ça va te le dire quand tu utilises un nom de variable qui est incorrect. La convention, hein, donc quand on va parler de convention, ça veut dire que tout le monde dans le domaine fait les choses comme ça. Fait que nous aussi, on va faire les choses comme ça pour qu'on puisse plus facilement s'y retrouver entre data scientists. Donc, le principe, c'est qu'on a dans les identificateurs des variables ce qu'on appelle le camel case. Donc, le camel case, c'est que quand j'ai une variable, je commence en minuscule, puis si j'aurais besoin d'avoir un nom qui semble être différent avec une majuscule quelque part, j'utilise, OK, à la place d'un espace ou à la place du tiret bas, une majuscule pour faire la variation. Fait qu'on peut voir ici nom, variable avec V majuscule par la suite. Fait que ça, c'est pour les identificateurs. Ensuite, on parlait justement des types de données possibles. Les types de données de base que nous, on va rencontrer. Donc, on a déjà vu le str pour les chaînes de caractères, OK? Str pour string, hein, qui est la version plus petite de string of characters. On a aussi les valeurs pour les valeurs numériques, mais là, pour les valeurs numériques, on a une distinction. On va avoir les valeurs numériques entières, comme 3, moins 5, 17, 2542, donc des choses qui n'ont pas de fraction, qui vont être des int pour integer, hein, mais le nom du type, c'est int. Puis, on va avoir pour les valeurs flottantes, donc avec des fractions, les floats. OK? On a un dernier type que nous, on va rencontrer qui va être les valeurs logiques, vraies ou fausses, qui va être avec le type boolean, mais en fait, c'est le diminutif bool, B-O-O-L. Fait que ça, c'est comme les types de base, okay, d'informations. On va voir qu'il va y avoir d'autres types qui vont s'ajouter par la suite quand on va vouloir avoir des collections, des séquences, des choses comme ça. On va les voir en temps et lieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pour le bool, okay, les valeurs, c'est true avec un T majuscule ou false avec un F majuscule. Okay, donc, je peux écrire true directement avec un T majuscule. C'est considéré comme étant une valeur permise.
qui est de type booléen. Quand on va faire nos petits programmes, là, on va souvent avoir besoin d'ingérer des informations. Donc, en temps et lieu, on va faire le vrai processus ETL où c'est qu'on va avoir des sources externes, comme des fichiers, des sites web, des sources de données quelconques. Mais pour l'instant, pour commencer, on va utiliser comme source notre propre clavier, OK, où c'est qu'on va taper des choses, puis ce résultat-là va pouvoir être importé dans notre programme. Donc, pour être capable d'importer des informations, on va avoir la fonction input qui va me permettre d'avoir une saisie, donc un dialogue de saisie. Puis le résultat de la saisie va pouvoir être emmagasiné dans mon programme. Fait que si je donne un exemple de à quoi ça ressemble, donc quand j'essaie ça, je clique, puis je peux voir ici que j'ai la fonction input. Dans la fonction input, je peux voir que j'ai du texte qui est entre les parenthèses. Puis, ça l'affiche ce texte-là, puis ça me demande une information. Fait que là, je peux rentrer quelque chose, je paye sur Enter, puis là, lui, il continue, hein, parce qu'il a en fait mis ça dans la variable. Puis, encore une fois, je peux avoir une deuxième saisie. Puis là, si je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le contenu, on se souvient que dans mon environnement de Google Colab, je peux prendre ma souris, la mettre par-dessus quelque chose, puis ça va me donner le résultat de cet élément-là. Donc, je peux voir ici que dans la saisie, j'ai bien la valeur 7856. Puis, je peux voir ici, avec la saisie chaîne, j'ai la valeur Allo. Ici, point intéressant, je peux voir hein, que le Allo, il est conscient que c'est une chaîne de caractères, il a mis des guillemets autour, tandis que pour la saisie, il n'a pas mis de guillemets autour. Puis, je peux voir que c'est de type int. Si je réessaye ça, là, OK, puis je rentre 2 fois la même chose. Si je regarde le résultat de ça, j'ai 675, c'est un int. Mais là, ici, j'ai 675, puis c'est un str. Ce n'est pas en fait le nombre 675, c'est la chaîne des caractères avec le caractère 6, le caractère 7, le caractère 5. Donc, par défaut, la fonction input me permet de faire une saisie d'une chaîne de caractères. Donc, ça va être entre guillemets, ça va être considéré comme une time chain. Puis si j'ai besoin de faire des opérations numériques dessus, ça ne fonctionnera pas directement. Donc, ici, si j'essaie de faire un print de saisie chaîne plus 5, donc je rentre 4, 5, 6 et 2 fois. En fait, juste pour bien montrer la distinction, je peux voir ici, bon, j'ai mes deux saisies hein, qui ont été faites. J'ai rentré les 2 fois 4, 5, 6. Je peux voir ici le premier print où ça demande une saisie plus 5. Hein, dans ma saisie, en ce moment, j'ai un int 4, 5, 6. Je peux voir que ça m'a bien donné le 461, hein, qui était 4, 5, 6 plus 5. Mais quand vient le temps de faire le deuxième, même si j'ai rentré 2 fois la même chose, celui-là, il me génère une erreur. Pourquoi? Parce que, puis si on regarde, quand on a une erreur, ici, ça va être important. Là, quand on travaille en programmation, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre, c'est que quand il y a une erreur, il faut être capable de décortiquer un peu l'erreur. Okay? C'est vraiment ça qui va nous donner le plus d'informations pour savoir quoi faire pour résoudre la problématique qui a été générée. Donc, on a ici une erreur qui dit on ne peut pas faire une concaténation entre string et int. Donc, en gros, il est en train de me dire d'un bord, tu as une chaîne de caractères, de l'autre bord, tu as une valeur numérique. Moi, je ne suis pas capable de faire la jointure avec un plus entre les deux. Ce n'est pas permis. Donc, pour être capable de gérer ça, le fait que le input tout seul, il n'y a rien avec celui-là, c'est une chaîne de caractères, on va utiliser des fonctions de conversion de type. Donc, on peut convertir le type en utilisant le nom du type comme nom de fonction. On peut voir ici, on a le int qui me permet de prendre le résultat de ça, puis d'être capable de le convertir en entier, en integer. Donc, c'est ça qui me permet d'avoir cette saisie-là qui est un int, puis cette saisie-là qui est un string. C'est pour ça que juste le premier, même si je marque 4, 5, 6 et 2 fois,
fonctionne correctement. Là, ici, j'ai mis juste celui-là en commentaire. Hein. C'est une manière facile de gérer des problématiques parfois. Le print est capable de nous aider aussi pour faire l'affichage de différentes valeurs. Donc, on est capable d'avoir des virgules à l'intérieur du print. Donc, le print peut avoir plusieurs, ce qu'on appelle des paramètres. On va voir ça un peu plus tard aujourd'hui, qui nous permet de présenter les informations. Donc, chiffre, on a X ici, le X est à 3. Fait que quand je l'exécute, il va prendre chiffre, il va automatiquement mettre une. En fait, je n'ai pas besoin, parce qu'ici, il y a automatiquement des espaces entre. Puis, on va avoir une assignation de X, une assignation de chaîne. On voit ici que ça l'affiche chiffre, puis ça l'affiche le contenu de X. J'ai une question d'Horace. Comment vous faites pour avoir le contenu d'une variable? Ici, dans Google Colab, ça va dépendre des environnements. Non, Okay. non. Apparemment, quand vous rapprochez la souris du nom de la variable, ça affiche le contenu. Oui. Comment vous faites? Vous vous rapprochez seulement? Oui, j'ai rien fait. J'ai vraiment juste attendu dessus. OK, d'accord. Mais ça, c'est sur Google Colab, dépendamment des environnements, ça ne va pas tout faire la même chose. Merci. Excellent. Ça répond à ta question, c'était bien ça? Oui, c'est bon, c'est correct. Excellent. Donc, on est capable de faire afficher les différents contenus avec le print, puis on est capable de faire afficher une série d'informations, autant des chaînes de caractères littérales en direct que des résultats, puis je peux même avoir des expressions qui vont être évaluées. Donc, j'ai marqué X plus 5, ça fait le X plus 5, puis c'est ça qui est affiché dans mon print. On est capable d'avoir ce qu'on appelle des caractères d'échappement. Donc, ici, on va faire un petit. Exemple avec ça. Donc, des caractères spéciaux me permettent de faire des affichages non conventionnels. Donc, on a ici l'exemple le plus typique, c'est le \n qui représente un saut de ligne. Donc, quand j'insère un \n dans une chaîne de caractères, ça ne représente pas le caractère / suivi du caractère n, ça représente un saut de ligne. Donc, quand il va essayer de l'afficher, il va faire le 1, espace, un vrai saut de ligne. Puis ensuite, il y a un nouvel espace ici, qui est représenté par cet espace-là ici. Puis après ça, j'ai le restant de mon information. Fait qu'ici, si en fait, je veux l'avoir, mettons, aligné, ben, le \n, je le fais coller directement. Puis là, je peux voir que j'ai le 1, j'ai un saut de ligne, puis ensuite, j'ai le texte saut de ligne. On est capable de faire aussi des tabulations horizontales, comme quand tu payes sur tab, ça avance d'un coup. On a les \guillemets puis les double guillemets. Fait que si on n'a comme pas le bon type de guillemets, on peut toujours utiliser le / avec le sigle, puis ça va toujours l'afficher juste le sigle directement. Donc ici, je fais un / guillemets. On va voir que c'est juste le guillemet qui apparaît. Okay? Donc le / c'est un symbole spécial qui dit le prochain caractère, il est important, c'est pas juste la lettre tout seul. Puis, si je veux afficher un \, parce que des fois, je voudrais afficher, mettons, si je voudrais afficher le texte, le \n fait un tour de ligne. Je voudrais afficher littéralement ce texte-là. Mais là, la problématique, c'est que le \n, il fait le saut de ligne. Fait que si je veux un seul \, puis pas que ça soit géré comme étant le / spécial, je peux mettre
2 backslash pour en avoir juste un dans mon texte. Parfait. On est capable, par défaut, d'avoir, donc ici, là, quand on a regardé ici, à chaque fois que je mettais un nouvel élément dans mon print, il y avait automatiquement un espace. Puis à la fin de chaque print, il y avait automatiquement un saut de ligne. On est capable de changer ça avec ce qu'on appelle des paramètres nommés. Donc, en Python, on a des fonctions qui vont avoir une liste de paramètres, une liste d'éléments que je veux avoir. Mais à la fin, je peux en avoir des éléments qui sont nommés avec un nom spécial. Donc, ici, on a un exemple où on est capable de changer la fin de la ligne. Donc, à la place que ce soit un saut de ligne, habituellement, à chaque print, il y a un saut de ligne, ben là, j'ai dit, mets un end avec tel caractère. Fait que je peux dire, après le one, mets comme caractère de terminaison, le ending character, un tiret. À la fin du tout, mets un espace à la place. Donc, ça me permet ici de faire la gestion du comme je veux du end. Alors, je me pose je vais le rouler. Donc, on a aussi la possibilité de changer le séparateur. Donc, par défaut, on a le 1, 2, 3 qui a les espaces. Je peux avoir le paramètre nommé sep pour separator qui me permet d'avoir ce que je veux. Donc, je peux avoir un séparateur vide ou sinon, je peux avoir un séparateur quelconque. Ça peut être même plus qu'une valeur. Donc, ici, comme séparateur, plus qu'un caractère. Donc, j'ai le virgule espace entre chacun. Quand on utilise le plus, on est capable de faire des opérations arithmétiques. J'ai pris ça pour acquis, là, que quand j'ai écrit 3 plus 7, vous compreniez que ça faisait une addition de la valeur 3 plus la valeur 7. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi utiliser le plus avec d'autres types que des types numériques. Donc, je peux l'utiliser aussi avec des types string, les types str, qui va faire ce qu'on appelle une concaténation. Donc, la concaténation va être pour rapatrier 2 chaînes de caractères ensemble. On va voir qu'il existe d'autres méthodes de faire ça, mais c'est une méthode facile et conviviale pour coller des éléments qui seraient dans 2 variables. Souvent, on va aussi avoir, quand on parle d'affichage, l'affichage de données, on va avoir calculé quelque chose, puis c'est une valeur qui a un paquet d'informations, mais qui ne sont pas nécessairement utiles à afficher. Donc, j'ai calculé la moyenne de quelque chose, ça me donne 18 chiffres après la virgule, puis moi, j'en ai juste besoin de 2, là, parce que sinon, ce n'est pas représentatif de quoi que ce soit. Donc, on peut utiliser la commande format pour être capable de donner un format d'affichage à quelque chose. Donc, ici, j'ai quelques exemples typiques. Donc, pour, mettons, limiter le nombre de valeurs après la virgule, on peut utiliser le point quelque chose numéro F. Donc, 2 indique le nombre d'éléments que je veux avoir. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, je peux voir ici que ça donnait 1, 2, 3, 4, 6. Ça l'a arrondi l'élément précédent pour représenter le mieux possible l'information. Je peux avoir le E, qui va être la notation scientifique, donc un x10 à la exposant 4. On a aussi la représentation scientifique avec un nombre de décimales. On peut aussi représenter les informations en tant que pourcentage. Donc, 0.5, on sait que c'est 50%. Donc, je peux avoir le format de pourcentage pour que ça le convertisse automatiquement en pourcentage. Puis, on peut aussi limiter le nombre de virgules, encore une fois, avec le point quelque chose, puis le pourcentage. Donc, on est capable de vraiment afficher les choses comme on veut. On a donc des opérations arithmétiques standards, donc l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, mais il y en a 3 qui ne sont pas habituelles. Donc, on va avoir la division entière. Donc, la division entière, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de couper la partie fractionnaire. Fait que si, mettons, je fais 5 divisions entières de 2, on va le faire maintenant ici.
monsieur, je suis vraiment désolée. Je suis un peu perdue. Vous êtes où exactement dans votre cours A? Donc, dans mon cours 1, je suis rendu aux opérations arithmétiques. Non, parce que je ne suis capable de voir la même chose. Alors, je suis désolée pour vous interrompre. C'est-à-dire, vous êtes dans quelle rubrique? Dans opération arithmétique. Non. What is Colab? What is Colab? Mais vous êtes où exactement? Donc, ici, je suis sur Google Colab, Oui. qui était la plateforme dans laquelle, est-ce que tu as réussi à te rendre sur Google Colab? Non, je suis ici, mais je suis avec le même format que vous, mais je ne pouvais pas voir la même chose. Je ne sais pas. Vous êtes où? Tu veux me partager ton écran? Comme ça, on va pouvoir voir. Bien sûr, désolé. Pas de problème. Vous devez... Attends, c'est moi qui faut qu'il te donne les droits là. Hein? Ouais. 30 secondes. Tu devrais maintenant être capable de partager ton écran. Si moi, il faut que je l'arrête avant. Zoom. OK. Un moment. OK. Je suis ici. Cours 1. Oui. Excellent. Fait que si tu... là, ici, ce que tu vas vouloir faire, parce que là, tu as comme cliqué sur l'élément par défaut. Pour l'ouvrir en tant que nouveau notebook, tu vas vouloir aller dans le fichier File. Puis, tu vas vouloir faire, non, ce n'était pas celui-là. Tu vas vouloir revenir en arrière. Donc, dans le menu File, on a Upload Notebook. Là, ici, tu peux choisir le fichier, puis c'est là que tu vas aller choisir. Alors, je l'ai choisi, mais pas... Parce que OK, je l'ai mis... OK. Et je vous suis ici, oui? Okay, parce que je l'ai mis comme ça, Upload. Ça, là, il est automatique. En fait, c'est que chaque session est son propre élément. Là, si tu veux retourner là, si tu t'en vas sur les doubles petits cercles de Google Colab, donc en haut, complètement à gauche de la fenêtre, il y a les deux. Attends, je peux même annoter cette affaire-là, moi. Merci, monsieur, désolé. Ah, pas de problème. Ici, quand tu vas... je non, gars yi dañuy génn suñu mbedd bi léegi. Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Ou... Moi, non plus. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez d'autres questions? On n'est pas pire. Donc, ici, oui. Aussi ceux qui vont revenir par là, quand vous retournez sur Google Colab, hein, quand vous allez vouloir retourner à votre affaire, vous pouvez juste aller sur le site de Google Colab, puis vous allez avoir le cours qui est déjà présent dans les éléments récents. Donc, vous n'êtes pas obligé de le réuploader à chaque fois. Vous avez juste besoin de le faire une seule fois. Même principe aussi quand vous allez, si vous êtes déjà dedans, vous pouvez cliquer sur les doubles cercles, puis ça va vous apporter dans votre dossier aussi qu'il y a tous les différents éléments de collab que vous avez fait. Donc, à l'intérieur, si vous recliquez sur le cours 1, ben, ça va vous chercher votre notebook sur lequel on est en train de travailler. All right. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas capable d'utiliser la plateforme ou quoi que ce soit, on est là pour s'aider, être capable de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, ensuite, on est rendu aux différentes opérations numériques. On avait dit qu'on avait les 3 opérations de base, addition, soustraction, multiplication, division. Puis, derrière, on a les 3 dernières qui sont inhabituelles. Donc, la division entière, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est une division qui va couper la partie fractionnaire. Donc, le principe, c'est si, admettons, j'ai 20 division entière par 7. OK, donc ça me donnerait des fractions habituellement.
puis c'est coupé automatiquement. Puis c'est pas arrondi, là. Fait que si, mettons, je fais 29 division entière de 10, ben, ça serait 2,9 habituellement, mais je peux voir que ça me donne tout simplement 2. Donc, ça coupe la partie fractionnaire. On a le modulo qui me donne le restant d'une division. Donc, le modulo, il est intéressant, c'est souvent utilisé quand on veut trouver le reste qui ne sera pas calculé. Fait que, mettons, ici, j'ai 27 étudiants, puis je veux faire des équipes de 5. Je veux savoir combien de personnes il va rester après tout ça. Donc, désolé pour les micros, c'est mon chien, puis j'ai pas l'arrière, je ne peux pas l'arrêter des fois. Donc, on a le modulo qui est capable de prendre la partie entière, donc enlever le plus de fois 5 possible. Donc, si j'essaie d'enlever le plus de fois 5 possible, je suis capable d'enlever 25 en restant positif, en ne devenant pas négatif. Donc, avec ça ici, on est capable d'avoir le restant qui n'a pas réussi à être divisé avec le modulo. Donc, le restant d'une division. Si on fait un exemple ici, où c'est que on va se donner quelques petits exemples avec 5, 3, 5, 7. Et voilà. Donc, bon, on va enlever nos anciens ici pour bien voir. Même celui-ci. Donc, on peut voir que quand il n'est pas capable d'en enlever, il va juste le garder. S'il est capable de l'enlever en étant non négatif, il va tomber à 0. S'il est capable d'en enlever 1, hein, il va me rester 2. Fait qu'il me reste 2 ici. Puis, même principe, on va même quelque chose de différent pour que ça soit différent à chaque ligne. Donc, je suis capable d'enlever 2 fois 5 ici. Hein, donc, je suis capable d'enlever 10. Il va me rester 4 à l'intérieur. C'est ça le résultat. Donc, le modulo me permet de trouver le restant d'une division, quelque chose qui ne ferait pas partie d'une division entière. On a finalement la puissance. Donc, quand on veut mettre quelque chose à la puissance de quelque chose d'autre, on utilise le double étoile. Donc, contrairement à d'autres langages, je sais que c'est le petit chapeau ou quoi que ce soit, c'est le double étoile qui me permet de faire des puissances en Python. Souvent, on va vouloir être capable de trouver des résultats qui sont relationnels. Est-ce que quelque chose est plus grand que quelque chose d'autre? Est-ce que quelque chose est égal à quelque chose? Donc, on va avoir des opérateurs relationnels en Python. Donc, les opérateurs relationnels, ça va être des opérations comme les additions, comme les divisions, qui vont nous donner des réponses. Puis les réponses, ça va être des réponses qui vont être booléennes, des réponses vraies ou fausses. Fait que dans ce cas-ci, là, je vais me donner un autre bloc de code pour tester ça. Fait que si j'essaie de faire quelque chose comme ça, hein, je peux voir ici que je lui demande de me donner le résultat de 4 plus petit que 19. Ben, ça va faire en sorte que ça me dit est-ce que 4 est plus petit que 19? Non, ça ne l'est pas. Donc, ça me retourne false. Ça me retourne quelque chose qui est faux. On a le même principe avec différents autres opérateurs. Donc, on peut avoir le plus petit, plus grand ou égal. Donc, on peut voir ici là, le plus petit ou égal, plus grand ou égal. Si on veut tester une égalité, on va utiliser le double égal. Pourquoi? Parce que le simple égal, on l'a déjà utilisé quand on voulait faire une assignation. Donc, ici, je peux faire est-ce que 10, c'est égal à 15 pour avoir le résultat. Ici, quand on fait les comparaisons,
relationnel, on peut avoir des valeurs directes ou on peut avoir aussi des variables. Donc, je peux avoir ici une variable qui va faire office de valeur. Donc, lui, il va aller regarder le résultat dans la variable, puis après ça, il va aller faire la comparaison. On a ces éléments-là, OK? C'est un outil qui va nous être utile dans notre prochaine section de contrôle de structure. Mais le principe, c'est vraiment, on est capable d'avoir le plus petit ou égal, le plus grand ou égal, le double égal pour l'égalité. Puis, on a aussi l'inverse de l'égalité, qui est le différent de. Donc, ici, on peut avoir 3 différents de 15. Et ça va me donner le résultat qui va être vrai. Pourquoi? Parce que var 3 en ce moment, c'est 10. Est-ce que 10, c'est différent de 15? Oui, c'est différent. Donc, ça me donne un résultat qui est vrai. Parce que ici, c'est les opérateurs relationnels peuvent sûrement me donner des résultats booléens. Puis les seuls résultats booléens, c'est vrai ou faux. All right? Donc, ces outils-là de vrai ou faux, ça va être utile dans notre prochaine section qui va être les opérateurs conditionnels. Par contre, avant de faire ça, je pense qu'on a tous le droit d'une petite pause. Fait qu'on peut se donner une petite pause, mettons, de 7 minutes là, pour que ça soit rond. Se dégourdir les jambes, aller chercher un petit peu d'eau, aller aux toilettes si on a besoin. Puis on pourrait revenir à 7h20 pour reprendre la deuxième partie magistrale. Puis après ça, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a à faire comme atelier après ça. Donc, petite pause. Puis, retour à 19h20. À tout de suite. Sí.
All right. Donc, on est de retour. Donc, on est en train de regarder les fondements de Python à l'intérieur des notebooks sur Google Colab. On a vu des séries d'instructions possibles, donc comment créer des variables, comment être capable d'afficher des résultats, comment être capable de calculer des choses. Donc, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on exécutait notre cellule, tout le contenu de la cellule allait être exécuté de manière séquentielle. C'était toujours le cas, on n'avait pas le choix. Là, ici, ce qu'on va rajouter, c'est comment est-ce qu'on peut prendre des décisions pour être capable de avancer dans nos différents programmes. Donc, le principe, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle la structure de contrôle conditionnelle, okay, qui est plus communément appelée dans son terme anglophone le if. Donc, if quelque chose, si quelque chose, fait telle chose. Sinon, fait autre chose. Donc, on va regarder le if dans ses différentes variations. À sa base, le if peut être utilisé avec seulement un élément. Fait ici, je peux dire, si, mettons, j'ai une variable x quelconque, je peux dire si x est plus grande que 5. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, la syntaxe? On a le mot-clé, ici if. Ensuite, on a ce qu'on appelle la condition. Donc, la condition, il faut que ça soit une expression logique, une expression booléenne. Donc, quelque chose qui donne true ou false. Ça tombe bien, on vient tout juste de voir les opérateurs relationnels qui nous donnent ces résultats possibles-là. Donc, à l'intérieur de ça, on a ensuite un 2 points. Donc, après la condition, on a un 2 points. Puis, quand on veut aller à l'intérieur de la conditionnelle, donc en gros, si la conditionnelle est réussie, si elle est véridique, je veux aller faire une série d'instructions spécifiques. Puis, on peut voir ici que Python utilise l'indentation. Donc, l'indentation, c'est le déplacement par rapport au rebord de nos instructions pour dire, bien, si ça se passe, va ici, puis exécute les choses ici. Donc, puis le principe, c'est que quand je veux avoir des instructions qui vont se faire à l'extérieur de cette conditionnelle-là, je peux l'avoir avec un retour sur le rebord. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que j'ai le if avec le mot-clé if pour dire que c'est un si, la condition, le 2 points obligatoire après ma condition. Ensuite, j'ai une série d'instructions qui sont, ce qu'on dit, indentées, sont déplacées horizontalement du rebord pour dire que ça va faire partie de ce if-là. Puis, quand j'ai terminé, je reviens sur le rebord. Fait que, ici, si j'exécute cet exemple-là, j'ai mon x qui est égal à 10, donc i est plus grand que 5, donc ça va à l'intérieur et ça l'exécute tout. Puis, une fois que j'ai terminé, ça continue normalement dans le même fil habituel. Mais si je mets une valeur qui va faire en sorte que la condition est fausse, bien là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir mis la condition comme étant fausse, donc je ne vais pas aller faire les instructions. Donc, je vais sauter par-dessus le bloc d'instructions courant. Donc, je vais me retrouver ici, puis je vais tomber après le if pour être capable de continuer dans mon programme, puis je peux avoir d'autres instructions après ça. Si je veux avoir un autre bloc si je ne réussis pas, donc si j'ai le bloc d'instructions si je réussis, je peux avoir un deuxième bloc d'instructions si je ne réussis pas avec le else. J'ai une question de Horace. Je voudrais savoir si l'indentation sur Google Colab se fait automatiquement ou bien c'est nous qui allons gérer ça. Heureusement, l'indentation se fait automatiquement. Donc, le principe, c'est que lui, dès qu'il voit un 2 points, quand tu vas faire un saut de ligne, il va automatiquement rajouter l'indentation. Puis tant que tu continues à écrire, il va garder la même indentation à laquelle tu es déjà.
faut que, si tu veux arrêter, par exemple, là, c'est à toi de delete pour revenir à l'indentation après le bloc d'instruction auquel tu es en train de travailler. Merci. Donc, ici, on va tester ça. Donc, je peux voir ici, en réessayant, en ayant mis un nouveau mot-clé avec le mot-clé else. Donc, j'ai eu un if, puis j'ai le else qui me permet d'avoir, ben, si la première condition ne marche pas, va faire celle-là à la place. Hein, donc, c'est un si puis un sinon, en fait. Donc, on peut voir que le si n'a pas marché parce que x n'est pas plus grand que 5. Donc, ça l'a sauté par-dessus. Hein, on n'a pas affiché ces résultats-là. Puis, après ça, dans le else, je peux aller faire afficher quelque chose d'autre. Donc, il n'a pas fait ces deux-là, mais il a fait ceux-là. Ces deux blocs d'instructions-là, ils sont mutuellement exclusifs. Soit que je fais celui-là, soit que je fais celui-là. Je ne peux pas faire les deux directement. Quoi qu'il advienne, par contre, donc si je remets, mettons, cette valeur-là plus grande que 5, on va avoir le principe de j'ai une condition qui est vraie. Je vais donc exécuter ces instructions-là. Je peux voir ici, ils sont exécutés. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe avec le else? Bien là, ce coup-là, c'est lui qui est skippé. C'est lui qui est sauté par-dessus pour revenir faire le résultat final. Donc, le if me permet d'avoir des conditions. Avec la condition, ça me permet d'exécuter une partie de code spécifique. Puis, si la condition n'est pas bonne, ben, ça va aller faire l'autre branche possible. On a un dernier configuration possible aussi qu'on peut rajouter. Donc, le else ou pas de else, je peux l'avoir. Puis, entre le if et le else, je peux avoir aussi des else if, donc des conditions additionnelles. Ici. Puis les else if, je peux en avoir plusieurs. Donc, à ce point-là, si je suis... Puis, encore une fois, ils sont mutuellement exclusifs. Fait que ici, j'ai 10. Ça va tester la première condition. Si la première condition est bonne, il va la faire. Il va sauter par-dessus le reste. Il va aller quand même continuer normalement. Si la première condition n'est pas bonne, il va aller tester la deuxième. Donc, il va quand même aller séquentiellement tester chacune des conditions. Donc, il va aller tester la deuxième. Si la deuxième est bonne, il va aller faire ce bloc de code-là. Donc, on peut voir ici, c'est le plus grand que 3 qui a été exécuté. Puis après ça, ça saute par-dessus toutes les autres. Si on y va avec le même principe, le premier n'a pas marché, le deuxième n'a pas marché, le troisième a marché, donc j'exécute celui-là. C'est lui qui est exécuté, toutes les autres sont sautées. Puis quand il n'y a aucune des conditions normales qui marche, c'est là que s'il y a un else, il va aller le faire. Mais le else en passant, puis les else if sont exclusifs. Là. Je peux avoir des else if sans else, OK, ça ne change rien. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'essaie celle-là, ça ne marche pas. J'essaie celle-là, ça ne marche pas. J'essaie celle-là, ça ne marche pas. Fait qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais juste rien afficher de spécial pour le if. Donc, le if me permet d'avoir des conditionnels disponibles pour aller où j'ai besoin. Donc, ici, on demande, est-ce que le case existe dans Python? Donc, j'imagine ici que tu parles du switch case, qui est une version disponible
dans différents langages de programmation qui est semblable au if. Ça n'existe pas par défaut dans Python, le switch case. Dans la dernière version de Python, là, qui vient tout juste de sortir il y a moins d'un mois, là, il y a une version pour faire du pattern matching avec un case. Donc, il existe ici là, du structural pattern matching avec un match case, mais ce n'est pas exactement comme les switch case de d'autres langages. Donc, c'est un peu le même principe d'avoir des cas plus généralisés, mais c'est en fait plus versatile que les switch case habituels. Mais c'est dans la dernière version de Python 3.10 qui n'est pas encore exactement établie. Là. Fait que, comme tu peux aller le voir, mais dans la majorité, mettons sur Google Colab, ça l'utilise 3.9 par défaut. Donc, ce n'est pas encore disponible. Mais ça s'en vient. Est-ce que c'était ça ta question? Tu peux me répondre dans le chat, me dire si c'est ce que tu recherchais. Excellent. Donc, on a des conditionnels, ça me permet de prendre des décisions dans mon programme. On va aussi avoir la capacité à répéter des instructions dans le besoin. Donc, pour répéter des instructions, on va avoir des structures itératives. Donc, on a les structures conditionnelles. En fait, il y en a juste une, c'est le if. Puis, on va avoir des structures répétitives ou itératives qui vont permettre de répéter le même bloc de code plusieurs fois. Il en existe deux types de structures itératives. La première, puis celle-là ressemble beaucoup en fait au if, ça va être le while. Donc, le while, hein, en français, on dit tant que. Donc, on va répéter une série d'instructions tant qu'on n'est pas arrivé à une condition précise. Donc, ici, on va se faire un exemple. Donc, le principe ici, c'est je commence, j'ai x et x est égal à 4. Hein, donc, ma variable commence à 4. J'ai le while. Donc, le while travaille exactement comme la conditionnelle if. J'ai le mot-clé, j'ai une condition qui va être une expression booléenne, hein, quelque chose de vrai ou faux. Donc, je peux utiliser mes comparateurs ici. Donc, est-ce que dans ce cas-ci, x est plus petit que 10? Oui, hein, c'est 4. J'ai ensuite mon 2 points. Puis après ça, j'ai une série d'instructions qui vont être les instructions du while. Donc, encore une fois, avec de l'indentation additionnelle. Donc, j'affiche ici x pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je peux voir ici que ça l'affiche 4. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais une opération qui est très typique en programmation, en informatique, qui est une incrémentation. Donc, je vais prendre la valeur, puis je vais juste donner un petit coup dessus, puis je vais faire un plus 1 dessus. Donc, on peut voir ici que c'est notre 4 plus 1. Ça devient 5. Donc, le x change, passe de 4 à 5. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le while? Bien, contrairement au if, une fois que j'ai terminé, il ne va pas juste continuer normalement. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remonter, puis il va revenir à la condition, puis il va aller retester à nouveau, voir si la condition est encore bonne. Puis, comme son nom l'indique si bien, tant que la condition est bonne, tant que la condition est vraie, il va venir répéter le bloc d'instruction. Donc ici, à ce point-là, après la première itération, après la première tour de boucle qu'on appelle, on va avoir x qui est égal à 5. Est-ce que c'est encore plus petit que 10? Oui. On va rafficher x qui est rendu à 5, on l'incrémente, puis on refait la boucle. On peut voir ici que la boucle se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Puis pourquoi est-ce que ça l'arrête? Bien parce qu'à ce point-là, quand j'ai affiché x est égal à 9, bien 9 plus 1, ça me donne 10. Puis quand je reviens, est-ce que 10 est plus petit que 10? Non. Hein, c'est égal. Donc, ça va sortir de la boucle. Puis si je rajoute
à une instruction après la boucle, on peut voir que ça se fait après les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle. Donc, on est capable de contrôler un certain nombre d'itérations à l'intérieur. Il faut faire attention, par contre, d'avoir une condition qui est possible d'atteindre. Hein? Donc, en ce moment, si je ne mets pas le x est égal à x plus 1, je vais avoir ce qu'on appelle une boucle infinie, hein, où c'est qui va juste afficher x une infinité de fois. Puis là, il faut que je rafraîchisse ma page, que je clique sur le stop, que j'arrête la patente. C'est problématique. Donc, ici, on va s'amuser. On peut voir ici, ça l'affiche, ça continue d'afficher, c'est comme pogné en boucle. Donc, c'est à moi de l'arrêter manuellement pour être capable de le passer. Donc, on peut voir ici, ça a juste craché parce qu'on l'a arrêté manuellement. Donc, c'est important de se mettre des conditionnels qui ne vont pas être infinis, des boucles qui ne seront pas infinies, pour ne pas avoir de problème d'environnement. Ce qu'on fait ici avec le x est égal à x plus 1, l'incrémentation, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent quand on utilise des boucles. D'avoir une espèce de variable compteur qui s'incrémente au fur et à mesure. En fait, c'est tellement commun qu'on a créé une deuxième boucle, une deuxième structure itérative qui me permet d'avoir un compteur à même la configuration de la boucle. Donc, en fait, le while, on va l'utiliser quand on n'a pas besoin de compteur ou quand on ne peut pas utiliser de compteur pour notre boucle. Quand on a un compteur possible, on va utiliser une deuxième structure de contrôle possible qui s'appelle le for. Donc, la structure de contrôle for me permet d'avoir à l'intérieur, nous, comment on va l'utiliser, un compteur intégré. On a le for, comme d'habitude, c'est le mot-clé initial. Ensuite, je vais avoir un nom de compteur. Je peux utiliser, mettons, x, ou plus communément, par convention, on va utiliser i comme nom de compteur. Puis, on va voir qu'on peut avoir n'importe quelle, ce qu'on appelle des séquences. Okay. Donc, on a le mot-clé in, puis ensuite, on va avoir une séquence. On va aller voir c'est quoi les séquences la semaine prochaine. Pour l'instant, on va utiliser une fonction qui me permet de générer une séquence. Donc, la fonction range me permet, il faudrait que je complète le reste. me permet de générer une séquence de valeurs. Donc, la fonction range, comment elle travaille? Elle va prendre plusieurs variations. Donc, soit que je peux avoir, je vais la mettre plus petite juste pour qu'on puisse avoir des variations pour voir les différences. Donc, je peux avoir directement la fonction range avec juste une valeur. Donc, dans ce cas-là, ça va être le nombre d'éléments, le nombre de tours qu'on va faire, le nombre d'éléments de la séquence. Puis, la séquence va automatiquement commencer à 0. Donc, ça, c'est très important. En Python, quand on travaille avec les ranges, c'est toujours décalé comme de 1. Le 5 est exclu dans la séquence parce qu'on commence à 0. Fait que quand j'ai écrit ça ici, puis que j'ai fait juste cette séquence-là, ça a commencé à 0. Donc, la première valeur de mon compteur, c'était 0. Après ça, ça a été 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 5, fait que ça l'arrête. Le range peut aussi avoir une valeur de départ. On va faire un petit peu. OK, donc le deuxième, on peut avoir deux éléments, deux paramètres qui sont séparés par des virgules. Donc, le deuxième va être la valeur de fin, puis le premier va être la valeur de départ. Donc, la valeur de départ, c'est la valeur à laquelle notre premier élément de la séquence va être généré. Ça va être notre compteur, ça va être sa valeur-là qu'il va prendre. Après ça, il continue jusqu'à temps qu'il se rend à la valeur de fin, mais encore une fois, faire attention, la valeur de fin, elle est exclue en Python. Ça veut dire qu'il ne se rend pas à 10
il va se rendre à 9. Ça aussi, c'est implicite que le saut, hein, la séquence, fait des sauts de 1. Fait que ça passe de 4 à 5, de 5 à 6, de 7, et ainsi de suite. Je peux aussi avoir une dernière variation avec le range qui me permet d'avoir un saut différent. Donc, je peux avoir... Oups, inversé. Mettons, je vais mettre 3. Je finis ça. Ici, en passant, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, okay, il y a toujours les documentations officielles. Donc, si maintenant je fais range Python, je peux toujours aller voir ici la documentation de Python, c'est à python.org. Donc, ici, j'ai une fonction par défaut, c'est la fonction range. Puis, je peux voir ici que j'ai les différentes versions de range. Une qui a juste le stop, une qui a un start-stop et un troisième paramètre facultatif qui est le step. Donc, ici, je commence à 2, je vais aller jusqu'à 10, puis je vais faire des sauts de 3. On va se donner aussi un petit... mot-clé. Donc, je commence à 2. Je fais un saut de 3. Fait que ça me donne 5 comme prochain élément. Ensuite, je suis rendu à 5, je fais un saut de 3, je me rends à 8. Puis là, je fais un saut de 3, je serai rendu à 11. Fait que ça dépasserait la valeur qui est exclue. Donc, ça ne va pas le faire. Fait que là, ici, j'ai 2, 5 et 8. Donc, la boucle for est très intéressante parce que ça me génère un compteur automatiquement à partir de qu'est-ce que j'ai mis dans le range. Ici, en passant à chaque fois que je mets une valeur directe, c'est ce qu'on appelle une expression. Ça veut dire que je peux le remplacer soit par une opération arithmétique, ça me donne la même chose, ou l'utilisation d'une variable, ou l'utilisation d'une variable avec une fonction arithmétique, n'importe quoi qui, ultimement, va me donner une valeur finale. Parfait. Donc, on a la possibilité d'avoir des structures conditionnelles avec des conditions. On a la possibilité d'avoir des boucles avec des conditions avec les while ou avec un compteur avec le for. Quand on va travailler avec les conditions, ça va arriver souvent qu'on va avoir besoin de mélanger plusieurs conditions ensemble. Donc, quand on mélange plusieurs conditions ensemble, on va pouvoir utiliser les opérateurs logiques. Donc, dire qu'il faut que ce soit plus grand que 5 et que ce soit plus petit que 10. Donc, je peux utiliser les opérateurs logiques. Ici, on va se faire un autre bloc de code. Fait que les opérateurs logiques, comment ça fonctionne? C'est, on va avoir le « et » ou le « ou » qui me permettent de prendre deux éléments logiques, d'avoir un résultat logique à son tour. Donc, le principe, c'est que puisque c'est des éléments logiques, ça peut juste être faux-faux, faux-vrai, vrai-faux ou vrai-vrai. Puis, avec le « et » puis le « ou », on va avoir le résultat. Puis ici, j'ai une petite table de vérité, là, les résultats de toutes les valeurs possibles. Donc, avec le « et », il faut que les deux A et B soient vrais pour que le résultat soit vrai à son tour. Pour le « ou », il faut qu'un des deux résultats soit vrai pour que le résultat soit vrai à son tour. Donc, si on se donne quelques exemples, si je dis, est-ce que 4, mettons, 9, on va faire ça avec le typique, x est égal à 20, mettons. Puis je dis, il faut que x soit plus grand que 10 et il faut que x soit plus petit que 100. Donc, si j'exécute ça, ça me donne vrai. Pourquoi? Parce que cette réponse-là puis cette réponse-là sont vraies. S'il y en a un des deux qui n'est pas vrai, fait que si, mettons, je le mets à 5,
Est-ce qu'il est plus grand que 10? Non. Est-ce qu'il est plus petit que 100? Oui, mais il faut que les deux soient vrais pour que ça fonctionne. On peut aussi avoir le ou. X égale à 10. Ça. Donc, le ou me permet de prendre n'importe quel des deux qui est vrai pour que ça devienne vrai à son tour. En ce moment, c'est 5. Est-ce que c'est 10 ou 100? Non. Mais si je mets ça à 10, je peux voir que c'est 10, donc c'est vrai. Même si ce n'est pas 100. Parce que ici, j'ai un ou qui me permet de dire c'est soit ça ou ça. Donc, on a les opérateurs logiques qui me permettent de présenter ces éléments-là. Ça, c'est bon. Je pense que je vais garder ça pour la semaine prochaine parce que j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Puis, je veux vous laisser en masse de temps, puis surtout vous aider si vous avez des problèmes d'éléments, des problèmes de setup ou pour faire les exercices. Puis, je veux que vous ayez beaucoup de temps aussi pour faire les différents exercices. Donc, le principe, c'est si on retourne sur le site de cours. Le site de cours, je peux même mettre le lien dans le chat à l'instant même de qu'est-ce qu'il faut aller faire. Donc, à chaque semaine, on va avoir un atelier qui va avoir, jusqu'à temps qu'on ait un devoir, où c'est que là, on va pouvoir commencer à travailler sur le devoir à la place. Donc, à chaque semaine, on va pouvoir avoir un atelier qui va avoir une série d'exercices. Donc, ces séries d'exercices-là, ils ne sont pas évalués. Okay? C'est des exercices formateurs. Donc, le principe, c'est qu'on a une série de différentes exercices à faire. Donc, pour qu'est-ce que nous, on va faire, on a tous les exercices jusqu'à que ça demande de faire des fonctions. Là. Donc, les fonctions, on se les garde pour la semaine prochaine, mais avant ça, on en a quand même une bonne vingtaine d'exercices différents à faire. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Ce que je vous conseille, c'est de faire un nouveau notebook. Donc, vous pouvez créer un nouveau notebook dans lequel vous allez faire chacun des exercices. Puis, pour chacun des exercices, vous pouvez faire une cellule qui va avoir le contenu pour réussir à faire ça. Fait que tu peux même reprendre le texte qui est à l'intérieur ici, si cela t'enchante. Donc, je peux remettre le texte comme ça, je me souviens de qu'est-ce qui se passe. Puis ici, je veux avoir des instructions qui vont répondre à cette question-là. Fait que je veux que ça affiche Allô monde. OK. Bon, ben, on a vu qu'on a print. Fait que je peux écrire Allô monde. J'essaie de le rouler. Ça se connecte. J'attends que ça crache. Shit, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui n'a pas été correct? Là, je peux aller retourner voir soit dans mon propre élément. Donc, qu'est-ce qui se passait quand je regardais les différentes chaînes de caractères? Ah oui, c'est vrai, les chaînes de caractères, ça a des guillemets. Donc, j'ai besoin d'avoir des guillemets quand j'écris mon exemple. Puis, une fois que j'ai ça, là, je suis capable de avoir cet élément-là. Parfait, j'ai réussi le premier. On peut passer au prochain, où c'est que je me fais un nouveau bloc de texte. On peut voir ici que je peux avoir les nouveaux blocs. Aussi, j'ai le Python en haut qui me permet de créer des nouveaux blocs comme j'ai besoin. Donc, je peux avoir ici le texte de celui-là. Je veux afficher ces éléments-là. Donc, je veux faire afficher ça. Donc, ici, je vais commencer à faire des prints avec le texte que je veux. Donc, à 7 heures, le déjeuner. Comme ça. Et à chaque fois, je peux commencer à tester mes choses, voir est-ce que ça fonctionne bien. OK, je peux continuer.
j'ai un autre print avec 12 heures dîner. Donc, on commence ici assez facile avec juste des petits prints, mais plus on avance, plus on va utiliser les différents éléments qu'on a vus ensemble avec les variables, avec les conditionnels, avec les différentes boucles pour être capable de s'appriorer les fondements de programmation. Donc, habituellement, ça va être pas mal comme ça que ça va se passer. Il y a une moitié, la première moitié, qui va être la partie magistrale, où c'est que j'explique des choses, je donne des exemples, j'explique comment ça fonctionne. Puis après ça, pour la deuxième partie du cours, on va faire des exercices. Pour les différents exercices, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les salles de dérivation dans Zoom. Je vais vous assigner à des salles, mais si vous voulez, vous allez pouvoir, je vais aussi vous donner le droit de changer de salle si vous voulez aller travailler avec d'autres personnes au besoin pour être capable de compléter ces éléments-là. Fait que ce serait pas mal ça pour notre premier cours. J'ai quelques questions aussi. Est-ce que vous savez et vous êtes connecté sur Teams aussi? Oui. Oui? OK. Fait que sachez que moi aussi, je suis sur Teams. Fait que si à l'extérieur du cours, OK, vous êtes en train de travailler sur une problématique, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Teams. OK, même si on n'est pas dans la période de cours, moi, je reste disponible à l'extérieur. Donc, vous pouvez directement m'envoyer le notebook que vous avez ou sinon la problématique que vous avez. Puis, on peut même faire, si je suis disponible, évidemment, là, des petites rencontres pour résoudre les différents problèmes que vous pourriez avoir. Merci, monsieur. Fait que ça serait pas mal ça pour notre première séance. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général avant que je commence à ouvrir les salles de dérivation pour que vous puissiez aller y travailler à l'intérieur? J'ai vu que à côté droit de votre title, désolé, pour, dans le Hugo CodeStar, vous avez Pound and Direct to Direct Link to Heading. What is it exactly? Ici, c'est juste pour se rendre directement avec le lien. C'est juste la page web, c'est du stuff de lien. C'est juste pour que tu puisses, mettons, si je veux te linker celui-là, je peux cliquer dessus, puis là, dans le nom de l'URL, il y a la bonne information. OK. C'est pas rien de. Essayez, je ne comprends. OK, merci. C'est pas rien de fonctionnel par rapport à ce qu'on a besoin de faire. OK, merci. Excellent. Donc, pour l'instant, je vais arrêter l'enregistrement.